Bonsoir à tous, mardi 5 septembre, bienvenue dans le journal de TV78, les titres de cette édition. La rentrée parlementaire approche, elle est fixée au 25 septembre à l'Assemblée nationale, une première pour 11 députés de La République En Marche des Yvelines. Notre invité est l'un d'entre eux, Didier Bécher, député de la première circonscription du département. C'est une solution pour les jeunes sans formation. L'école de la deuxième chance des Yvelines propose un accompagnement individualisé pour se remettre sur le chemin de la réussite professionnelle. 100 places sont disponibles en septembre. Nous en parlons avec Hervé Demarque, directeur de l'établissement. Et puis à la fin de ce journal, direction la ville de Maurepas, où une jeune maman crève l'écran. Elle a récemment participé à une émission sur la chaîne M6 pour ses talents de couturière. Avant de débuter, 15 000 € d'amende, sentence requise contre 2 militants de L214, l'association de défense animale. Hier, ils étaient jugés au tribunal correctionnel de Versailles pour s'être introduits clandestinement dans l'abattoir Guiharan de Houdan. Les deux personnes qui ont reconnu les faits avaient posé des caméras. Les images filmées montraient la mise à mort violente des porcs. Le jugement sera rendu par le tribunal de Versailles le 9 octobre prochain. 25 pompiers des Yvelines ont pris la route ce matin du sud de la France. Ils sont envoyés en renfort pour la lutte contre les incendies qui touchent en ce moment le département des Bouches-du-Rhône. Engagement prévu jusqu'à ce week-end et qui peut s'étendre à 10 jours maximum. En tout, c'est un contingent de 100 soldats du feu, franciliens, qui est parti prêter main forte dans le sud. Ce n'est pas une, mais des rentrées que propose l'école de la deuxième chance des Yvelines toute l'année, notamment sur son site de Trappes. 100 places sont par exemple disponibles en septembre. L'établissement offre aux 18-25 ans sans formation la possibilité de bénéficier d'un accompagnement individualisé et d'envisager ainsi leur avenir professionnel plus sereinement. Des images de Mickaël Elmidoro. Quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment très timide. Et grâce à l'école de deuxième chance, vraiment, je suis plus ouverte. Ils sont beaucoup chaque année dans le même cas qu'Iman, des jeunes parfois perdus ou en échec scolaire. L'école de la deuxième chance leur donne l'occasion de prendre un nouveau départ. Des rentrées ont lieu tous les mois et le parcours au sein de l'établissement se fait de manière personnalisée, ce qui permet de trouver rapidement une solution pour l'avenir de l'élève. Ils veulent que le bonheur du jeune. Ça veut dire trouver un métier, sortir avec une formation ou avec un travail. En tout cas, sortir avec un truc qui est positif. À l'école de la deuxième chance, les jeunes alternent entre 2 semaines de cours et 2 semaines de stage dans le milieu professionnel. Ils bénéficient d'une rémunération mensuelle et de la gratuité dans les transports franciliens. Au sein de l'établissement, les élèves sont épaulés sur les savoirs fondamentaux, français, maths ou encore bureautique, et sont accompagnés individuellement par un formateur référent qui les soutient dans toute leur démarche. Mon petit bonheur, c'est de voir justement que tout d'un coup, ils sont capables de trouver par eux-mêmes, de voir que tout d'un coup, ils sont capables de comprendre qu'effectivement, non, ils ne sont pas plus nuls que les autres. Au contraire, quoi. C'est juste le système qui peut-être les a écrasés d'une façon ou d'une autre. Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'aime bien les voir grandir et se rendre compte de leurs valeurs. L'établissement est présent sur 3 sites dans le département, à Trappes, Les Mureaux et Magnanville. Chaque année, plus de 400 jeunes passent par les rangs de l'école de la deuxième chance des Yvelines. Et pour réagir sur ce sujet et parler de l'école de la deuxième chance, nous recevons sur ce plateau Hervé Demarque. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'école de la deuxième chance des Yvelines. Alors pour débuter cette interview, une petite réaction sur le sujet. Les 2 élèves que l'on a interrogés insistaient sur une chose. Elles ont pris confiance en elles grâce à l'école de la deuxième chance des Yvelines. C'est aussi ça la mission de l'établissement, c'est redonner confiance, faire prendre conscience finalement aux jeunes de ses capacités. C'est surtout ça. Et effectivement, je suis épaté, tellement elles en parlent bien, mais je suis épaté à chaque fois. Mais c'est des jeunes qui ont souvent été un petit peu abîmés par leur début d'histoire de vie. En moyenne, ils ont 20 ans. Et effectivement, l'ingrédient essentiel, c'est d'être capable de restaurer la confiance qu'ils peuvent avoir en eux. Parfois, ils étaient sur le point de renoncer, d'avoir trop intégré le fait qu'ils étaient en difficulté et qu'ils avaient une large part de responsabilité, même si on en a toujours un peu à chaque fois. Mais là, c'est de prendre cette belle citation de Proust qui dit que
il n'y a jamais de réussite facile, mais qu'il n'y a jamais de déconvenue définitive. Et on est vraiment là-dessus, sur la confiance. Alors on va parler justement du contenu de cette formation à l'école de la deuxième chance. Le principe, ça a été aussi rappelé dans le reportage, c'est qu'il n'y a pas une, mais des rentrées qui se déroulent en fait chaque mois, c'est ça? C'est exactement ça. On est sur un système d'entrée et de sortie quasiment permanente. Par contre, c'est la période de l'année où on a le plus de places disponibles, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sortent pendant la période estivale, soit parce qu'ils trouvent un emploi, soit parce qu'ils réintègrent une formation qualifiante, contrat d'apprentissage ou quelque chose comme ça. Donc là, on a beaucoup de places en ce moment. Donc 100 places disponibles dès septembre pour cette oui, rentrée on est vraiment en capacité d'accueillir de nombreux jeunes et on est très content de pouvoir venir le dire ici pour que tout le monde l'entende. Et donc ces 100 places, c'est réparti sur les 3 sites, à Trappes, Magnanville et aux Mureaux? Oui, effectivement, on a une école à Saint-Quentin-en-Yvelines, celle de Trappes, sur le bassin d'emploi des Mureaux et une autre sur le Mantois pour pouvoir couvrir le maximum de besoins dans le département. Et puis c'est aussi un réseau national avec plus d'une centaine d'écoles comme ça sur toute la France. Alors concrètement, comment ça se passe au sein de l'établissement, de l'entrée du jeune, son passage et à la sortie? Qu'est-ce qu'il va pouvoir bénéficier sur place? Alors déjà, on peut parler de un petit peu avant l'entrée. Oui. Et il faut savoir que on peut candidater à l'école de la deuxième chance sous réserve qu'on ait entre 18 et 25 ans et on réfléchit à pouvoir accueillir des jeunes un peu plus jeunes et qu'on soit sans diplôme ni qualification. C'est ça notre cœur de métier. Et puis après, il y a un ingrédient essentiel et c'est avec celui-ci que le jeune doit venir, c'est avoir envie de construire son projet professionnel. Voilà. Et après, l'objectif de ça, c'est de faire le point sur ce qu'on sait faire, parce que souvent on sait déjà faire beaucoup de choses, même si c'est parfois pas toujours très bien rangé. C'est bien aussi d'avoir en tête ce dont on est capable de faire. Voilà, pour commencer, souvent il faut le découvrir, ce dont on est capable de faire. Et c'est la confiance, c'est ça. C'est ça. Et donc le but, c'est d'accéder soit à un premier métier, et nous on aime bien dire choisi derrière, parce que c'est important de pouvoir choisir le métier qu'on exerce. Et puis ça peut être aussi une formation qualifiante, parce que c'est important de pouvoir se qualifier, et souvent on a un meilleur projet professionnel et un meilleur avenir comme adulte si on a une qualification. Vous l'avez dit, le but à réussir à atteindre ce premier métier choisi. Chaque année, on l'a dit, 400 jeunes passent par les rangs de l'école de la deuxième chance. Est-ce que vous avez une idée du taux de réussite finalement du nombre de jeunes qui trouvent une formation à l'issue de ce passage à l'école de la deuxième chance ou qui trouvent un métier tout simplement? Oui, on mesure ça de très près et puis on a des financeurs aussi qui sont très intéressés et fort heureusement par ça. Ces résultats, il faut les comprendre en deux temps. D'abord, on a une période d'essai pour savoir si on est capable de travailler ensemble. Et il y a 85% des jeunes qui réussissent cette période d'essai. Puis parfois, des fois, il faut revenir où on n'est pas encore tout à fait prêt. Et sur ces 85% de jeunes qui réussissent la période d'essai, sur l'ensemble du parcours et sur l'accompagnement qu'on leur propose à l'issue de ce parcours, parce que s'inscrire dans un projet professionnel, ça se passe aussi dans les entreprises, on a 75% de réussite l'année dernière, qui est une année exceptionnelle. On ne fait pas toujours d'aussi beaux résultats, mais on n'a jamais fait moins de 60% de sorties positives, comme on dit. Donc c'est un concept qui marche très très bien, mais c'est aussi parce que les jeunes y consacrent une très grande énergie. Alors dernière chose, comment tout simplement intègre-t-on cette école de la deuxième chance ? Eh bien, tout simplement, il faut prendre contact avec l'école, soit directement par téléphone. Il y a même des jeunes qui viennent nous voir physiquement. Et puis, il y a aussi notre page Facebook ou le site internet de l'école où il y a un petit formulaire d'inscription. Donc, il y a plein de moyens possibles et ils sont tous très bons. D'ailleurs, le site s'affiche pour nos téléspectateurs. Il y a aussi, par la mission locale aussi, Et alors après, les conseillers mission locale peuvent prescrire, bien évidemment, et on travaille très très bien avec l'ensemble des missions locales du département. Merci Hervé Demarque d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Je rappelle, directeur de l'école de la deuxième chance des Yvelines. Elle rythme chaque rentrée et fait parfois des déçus. La nouvelle carte scolaire des Yvelines a été dévoilée après les derniers ajustements de l'Académie de Versailles. 21 ouvertures de classe, notamment aux écoles élémentaires Louis Weiss à Magny-les-Hameaux et Grande-Île à Voisins-le-Bretonneux. C'est le cas pour les fermetures en revanche. 6 fermetures dans le département, 6 fermetures de classe. C'est le cas donc de l'école de la 4e classe de l'école maternelle Jean de La Fontaine à Elancourt.
Collaboration renforcée à l'étranger pour l'UVSQ, l'Université Versailles 50 ans en Yvelines. Un accord a été signé avec l'Université du Colorado aux États-Unis. Objectif principal, renforcer la collaboration entre le LATMOS, le laboratoire Atmosphère, Milieu et Observation spatiale, et le LASP, son pendant américain. Les deux services font des recherches similaires dans le domaine. Le partenariat prévoit également un programme d'échange entre les étudiants et un travail commun autour des formations aux technologies spatiales. À Maurepas, une nouvelle vie pour le local de l'ancienne librairie. Il va bientôt rouvrir pour accueillir une cave à vin. À la base du projet, un jeune Yvelinois diplômé d'œnologie. La vente de journaux sera aussi préservée. Les précisions avec ce reportage d'Yves Upstenberger et Nicolas Kirillovitz. Dans 10 jours, les étagères seront remplies de produits du terroir. La poussière aura disparu. Et Hugo Roux, 23 ans, diplômé de l'école du vin à Paris, pourra partager sa passion et présenter 150 à 200 références de vin aux Morpasiens. Là, l'avantage d'avoir un bar et de pouvoir être au contact de ma clientèle tous les jours, c'est de pouvoir discuter avec les clients, les conseiller sur des vins, pas forcément que français, car vous verrez qu'on aura une gamme assez étrangère, sur des vins étrangers, des spiritueux de tout le monde, et on va pouvoir vraiment là chercher le conseil client et pouvoir aiguiller le client au maximum. Associé avec son père, le jeune homme proposera également à la dégustation des spiritueux et des planches de fromage et de charcuterie. Installée dans les locaux de l'ancienne librairie fermée il y a 1 an, la nouvelle cave à vin a pour objectif aussi de redonner vie au quartier. Un espace dédié à la presse est ainsi conservé pour répondre aux attentes de la population locale. L'objectif, il est simple, c'est de dire aux personnes qui viennent prendre leur presse de pouvoir venir partager un moment et de pouvoir se retrouver autour d'un verre de vin ou d'une planche de charcuterie et pas que d'aller acheter son journal. Situé en plein cœur du centre-ville de Maurepas, le coin du Sommelier ouvrira ses portes le 14 septembre prochain pour une inauguration avec modération. Hier, vous avez suivi dans notre journal la rentrée scolaire dans les Yvelines, mais il n'y a bien sûr pas que les jeunes qui retournent en classe. Les députés font leur rentrée parlementaire le 25 septembre prochain. Session extraordinaire à l'Assemblée nationale et ce sera une première pour 11 députés yvelinois de La République En Marche, élus en juin dernier. Avec nous sur ce plateau, il nous a rejoint Didier Bécher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député LREM de la première circonscription des Yvelines. Elle comprend, je le rappelle, une partie de Versailles, les villes de Guyancourt et de Montigny-le-Bretonneux. Alors avant de parler de votre rentrée à vous, un mot sur l'actualité et les annonces faites aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe, à retenir principalement la fin du RSI, le régime social des indépendants, qui sera rattaché à partir du 1er janvier 2018 au régime général de la sécurité sociale. C'était une mesure évidente à mettre en place ? C'est un engagement fort du gouvernement, enfin en tout cas du candidat Emmanuel Macron, président, et donc du gouvernement. Et c'était important de le mettre en place rapidement, puisque cette mesure sera applicable à partir du 1er janvier 2018, donc avec une phase de transition. Je pense que beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs avaient subi le RSI depuis 2006 et sont ravis de cette décision. Alors il y a quelques autres mesures, je ne sais pas, peut-être qu'on y reviendra, mais dans la foulée pour les entrepreneurs qui ont été annoncées. Vous dites beaucoup d'entrepreneurs, ça concerne effectivement 6,6 millions de Français qui exercent des professions libérales, donc on imagine l'impact. Les commerçants et les entrepreneurs qui auront, pour ceux qui créent une activité en 2018, auront une année blanche de cotisation de sécurité sociale jusqu'à 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle pour l'emploi, parce que qui dit entrepreneur, nouvelles entreprises, dit développement de l'emploi, et ça c'est essentiel. Alors, autre question bien sûr qui fait l'actualité, la présentation des ordonnances sur la loi travail. Alors, on ne va pas revenir sur le contenu de ces ordonnances. Je renvoie les téléspectateurs à notre émission 7-8 l'hebdo de la semaine dernière. En tout cas, sur cette présentation des ordonnances, il y a l'appel à manifestation de la CGT qui donc appelle à la grève le 12 septembre. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des oppositions finalement face à ce texte, à ces ordonnances de la loi travail ? Oui, qu'il y ait des oppositions, bien sûr, je le comprends. Maintenant, il y a eu de la méthode, il y a eu de la concertation. C'est peut-être pour ça aussi que la CGT est isolée dans cette manifestation du 12 septembre. Il y a eu 46 réunions qui ont été menées en 6 semaines pendant l'été. Et je pense que beaucoup d'organisations syndicales qui ont été consultées, les organisations syndicales représentatives, bien sûr, ont loué en tout cas le travail qui a été fait par le Premier ministre et par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.
on verra le 12. Je pense qu'il y a de la pédagogie à faire, et moi je renvoie en tout cas les téléspectateurs qui veulent voir le détail des 36 mesures, parce qu'on va vite souvent à quelques mesures, mais il y a 36 mesures en faveur des TPE et des PME qui sont détaillées sur mon site didierbécher.fr, donc ils peuvent aller regarder le détail et débattre avec moi à travers mon site internet s'ils le souhaitent sur ces mesures. Et justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces organisations syndicales, je pense à la CGT, que c'est finalement ces ordonnances, oui, vous l'avez dit, ça a été le fruit d'un long travail, ça a été réfléchi? Oui, c'est le fruit de la concertation et c'est surtout le fruit de la réalité du dialogue social tel qu'on le voit dans les entreprises. Aujourd'hui, 90% de nos entreprises sont des TPE et des PME qui n'étaient pas représentées souvent dans le dialogue social, puisque c'était les branches et les grandes entreprises souvent qui avaient le monopole de la négociation sociale dans les entreprises, enfin en tout cas dans les branches. Et là, enfin, pour une fois, depuis des années, des dizaines d'années, on remet du dialogue social pensé pour 90% de nos entreprises. 90% des entreprises qui représentent 50% des salariés français. Une délégation unique du personnel, donc une vraie concertation. Le chef d'entreprise aura en face de lui une délégation du personnel unique, donc on n'aura plus le chat et la souris entre les différentes instances. On parle de quelque chose en CE, puis après en DP, on évite de se répondre. Non, une seule instance. Donc on remet le dialogue social au cœur de la discussion de l'entreprise. C'est essentiel. Alors Didier Bécher, vous avez été élu pour la première fois du coup en juin dernier au poste de député de la première circonscription. Il y a plusieurs choses qui ont été votées durant l'été, juste avant les vacances. On ne va pas faire un inventaire bien sûr parce que ça serait peut-être un peu trop lourd. Si vous avez envie, oui, vous de mettre en avant une mesure phare qui a été votée avant les vacances, vous pensez à laquelle ? L'engagement qu'on avait pris sur le retour à la confiance dans la vie publique. On a débattu énormément sur ce sujet et très concrètement, c'est désormais l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires. C'est ce qui peut sembler une évidence pour les gens qui nous écoutent, mais non, jusqu'à maintenant, souvent des familles entières étaient embauchées par les hommes politiques. Donc ça, c'est terminé. L'arrêt de la réserve parlementaire qui était distribuée un peu de manière, on va dire, opaque, en tout cas pas avec des règles très très claires. Donc ça, pareil, c'est terminé. Et puis, j'ai envie de dire, la transparence qu'on met sur les indemnités parlementaires qui sont désormais soumises strictement à justificatif, comme dans n'importe quelle entreprise. Vous avez des frais professionnels, vous donnez les justificatifs, on vous rembourse. Alors qu'avant, là aussi, ça manquait de transparence. C'était un engagement fort d'Emmanuel Macron. Ça y est, c'est en place, ça a été voté avant le 9 août. Donc on va vite. Alors dernière chose, dans cette interview, je l'ai dit, rentrée parlementaire le 25 septembre prochain. Comment vous l'abordez cette première rentrée parlementaire ? On est déjà rentré depuis la semaine dernière en fait, donc oui. C'est vrai que c'est officiellement la rentrée exceptionnelle, voilà, à l'Assemblée nationale. Sur les textes, mais nous notre rentrée, elle est déjà opérationnelle. Je pense qu'on est concentré. Moi, vous savez, ça fait déjà une semaine. Je suis, la semaine dernière, avec les entreprises adhérentes du MEDEF 78 avec qui j'ai travaillé, les professeurs, puisque j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des professeurs pendant leur pré-rentrée à Versailles et à Montigny, lycée, école primaire, à qui j'ai d'ailleurs proposé pour les professeurs du lycée de se rencontrer tous les trimestres parce que souvenez-vous, on a beaucoup aussi parlé de l'évaluation des politiques publiques et je crois que le rôle du député, c'est non seulement d'être sur le terrain, mais c'est aussi d'aller discuter avec les interlocuteurs et qu'on puisse évaluer les mesures que nous mettons en place. Donc j'ai fait la même proposition aux entreprises du 78, une fois par trimestre se rencontrer pour évaluer et la même chose pour les professeurs, pour les mesures pour l'éducation. Et quels principaux chantiers là pour les prochains mois du coup ? Moi j'ai un gros chantier là qui démarre de travail sur l'égalité des chances et l'égalité des territoires. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur quand j'étais DRH et là je démarre un travail en fait, alors ce serait un peu long de rentrer dans les emplois francs, mais c'est comment en fait on va aider les entreprises à embaucher des jeunes qui sont issus de quartiers dits sensibles ou difficiles et s'assurer en fait que ces jeunes vont bénéficier de la bonne exposition de leurs compétences et qu'on ne donne pas uniquement un avantage fiscal aux entreprises, mais en tout cas qu'ils sélectionnent les bonnes compétences dans les quartiers. Donc là je suis en train de travailler avec Saïd Amouche de Mosaïque RH qui a travaillé beaucoup ces dernières années sur l'identification des compétences de ces jeunes. Et donc voilà, on est en train de phosphorer pour faire des propositions d'amendement sur ce sujet. Merci Didier Bécher. Merci. Je rappelle, député de la première circonscription des Yvelines, bien sûr sous l'étiquette de La République En Marche. Tout autre chose maintenant, un événement international le week-end dernier à Élancourt. La Coupe du Monde de Subbuteo s'est tenue au Palais des Sports. Plus de 200 joueurs venus des 5 continents étaient de la partie. Alors vous avez sans doute jamais entendu parler du Subbuteo. C'est le football de table inventé par l'anglais Peter Adolphe. Retour sur la compétition avec Yves Upstenberger et Mélanie Poquet.
22 joueurs, 2 équipes, un ballon, le match peut commencer. Pour cette rencontre, l'Italie affronte l'Espagne. Ils jouent avec leurs doigts. Bienvenue à la Coupe du Monde de Subbuteo au football de table. Le joueur attaquant est celui qui touche le ballon. Donc tant qu'il touche le ballon et qu'il ne l'envoie pas ni à l'extérieur du terrain, ni sur un adversaire, il en conserve la possession. À chaque fois que l'attaquant touche le ballon une fois, le défenseur a la possibilité de jouer ce qu'on appelle un coup de défense pour freiner la progression de l'attaquant. Mais ce coup de défense ne doit rien toucher d'autre, ni le ballon, ni un attaquant, ni une figurine défenseur. Précision, concentration, jeu défensif ou jeu d'attaquant, 24 nations se sont affrontées dans cette 24e édition qui se jouait pour la première fois à Elancourt. C'est la première fois qu'on joue en France après plusieurs années. Elancourt est une belle ville. L'an passé, c'était une belle compétition aussi. Mais cette année, les organisateurs ont fait encore mieux. Que ce soit en France, c'est bien. Et ça développe aussi le football de table français qui n'est pas très connu par rapport à d'autres pays comme l'Italie ou la Belgique. 10 000 pratiquants sont aujourd'hui classés mondialement. Le pays le mieux représenté, c'est l'Italie, avec plus de 1000 joueurs. Et côté résultats, sachez que l'Italie a glané 7 médailles dans cette compétition. Le compte à rebours est lancé. La Ryder Cup 2018, c'est dans un an à Guyancourt. Pour faire découvrir le sport au plus grand nombre, la Fédération française de la discipline s'est associée à des centaines de golf en France. Le but, proposer des initiations gratuites. Un partenariat a notamment été créé cette année avec le golf Blue Green de Saint-Quentin en Yvelines. Michael Elmidoro. Apprendre à swinguer en 2 heures, c'est la promesse du golf de Saint-Quentin en Yvelines. La structure propose jusqu'à fin septembre des initiations gratuites en partenariat avec la Fédération française. Avec ses baptêmes, la structure espère casser les préjugés. Quand les gens ne connaissent pas du tout, ils disent que c'est un sport, on va dire entre guillemets, de vieux, que ce n'est pas un sport déjà pour certains, et qui sont vraiment, je dirais, agréablement surpris par ce qu'ils découvrent lorsqu'ils font l'initiation. Après un premier briefing d'une dizaine de minutes, les golfeurs en herbe répartis en groupe de 8 personnes adultes et enfants sont lancés club à la main dans le Grand Bain, sous les conseils d'un professeur. Un débutant se pose plein de questions, 10 000 questions. C'est pour ça qu'on essaie de faire le plus simple possible. On essaye au maximum de ne pas parler technique, de parler, vous avez vu, j'ai parlé de lancer. Il faut faire simple, le plus simple possible. C'est-à-dire les gens, ils se montent la tête, ils cogitent, ils tapent plus. Alors qu'il faut taper, il faut jouer, il faut swinguer, il faut se libérer. Après 1 heure d'initiation, premier verdict. Le plus difficile, c'est vraiment le mouvement naturel. Parce que quand on est avec le club et quand on est avec la balle, on a tendance à vouloir forcer, alors que non, faut pas forcer. Donc c'est trouver le mouvement naturel du golf. Alors moi je préfère le green, les mouvements en douceur, le petit balancier en douceur, parce que c'est vrai que le swing c'est pas facile. Moi je me plante dans le sol au départ. Voilà, donc j'ai à progresser, je crois. À la fin de la session, entre 25 et 30% des golfeurs débutants passent le pas et décident de s'inscrire. Ils débourseront entre 750 et 1000 euros pour une année, le prix pour devenir peut-être un jour le futur Tiger Woods. Un Français sur 10 en serait accro. Aujourd'hui, la couture, souvent pratiquée par nos grands-mères, revient à la mode. Dans la ville de Maurepas, une jeune maman de 34 ans n'a pas hésité à ressortir les aiguilles et sa machine à coudre pour confectionner elle-même ses vêtements, ce qui lui a valu d'être sélectionnée dans une émission télé d'M6. Reportage de Michael Elmidoro. Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Cet atelier, c'est le monde d'Anne-Charlotte Westel, une Maurepasienne de 34 ans. Depuis 2013, elle s'est lancée dans la couture sous les conseils de sa maman, elle-même couturière. J'ai quand même toujours été manuelle, je suis assez manuelle de manière globale, mais pour moi, je sais pas, la couture, ça restait quelque chose d'inaccessible. Je voyais mes sœurs coudre et je me disais, mais je peux pas, j'y arriverai jamais, quoi. Comme quoi, je pense que on peut tous s'y mettre, c'est vraiment accessible à tous. Aujourd'hui, cette jeune maman essaie de coudre tous les jours ou presque, en jonglant entre sa vie de famille et son travail d'assistante sociale. Sa passion lui permet de confectionner 1 à 2 vêtements par semaine grâce à des tissus achetés sur Internet ou au marché de Trappes. Je voulais un trench jaune, voilà, et je me suis dit je l'achèterai pas parce que je trouverais pas la couleur qu'il me faut. Et j'ai trouvé ce tissu un petit peu jaune orangé avec une jolie doublure en tuile de soie. Et voilà, et je l'adore tout simplement, c'est coloré, c'est péchu et puis c'est tendance parce que je pense que le jaune, c'est à la mode. Voilà. Pour faire vivre ses aventures et partager ses créations, elle a décidé de créer un blog baptisé Le Bazar d'Anne-Charlotte et de publier en moyenne 4 à 5 articles par mois. La couturière enregistre sur la plateforme environ 1000 visites par semaine.
Je sais à quel point ça peut être utile quand les filles me disent « Ah super, grâce à toi, j'ai compris comment réussir le vêtement, voilà comment aussi tailler grand, taille petit, ce qui va pas, quel tissu tu me conseilles ». Donc je pense que oui, mon blog peut être un support d'aide, comme moi, je me sers aussi des autres blogs au final, quoi. Au-delà de son blog, Anne-Charlotte défend sa passion à la télévision. Candidate de l'émission Cousu Main, un concours de couturier amateur, la Morpasienne a été retenue par M6 parmi plus de 3000 personnes. J'aime bien le challenge, je suis une très bonne joueuse, moi. C'est-à-dire que je me suis dit, bah voilà, peu importe si je reste jusqu'au bout ou pas, j'ai envie de m'éclater. Et je me suis éclatée. Après cette expérience, retour à la vie normale dans son atelier de Maurepas. Prochain challenge pour la couturière, transmettre le virus du tricot et du point de croix à ses enfants. Une dernière info avant de se quitter, elle réjouira sans doute les fans de Titeuf. Zep sera au pôle culturel de la Lanterne à Rambouillet vendredi soir à partir de 20h. Le créateur du célèbre Garçon à la mèche blonde et auteur de plusieurs autres bandes dessinées répondra à vos questions, le tout en dessin projeté sur grand écran. Pour rappel, l'album numéro 15 des aventures de Titeuf à fond le slip vient de sortir en librairie. La rencontre de vendredi est gratuite sur réservation. C'est la fin de ce journal sur TV78. Tous nos reportages à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.